Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Retour au Stand. Ravi de vous retrouver après une longue absence, on va dire ça comme ça, parce que depuis le Grand Prix de Miami, on n'a pas pu partager avec vous tous nos ressentis Formule 1. On a eu l'annulation de l'Émilie-Romagne et on n'a pas pu faire le compte-rendu de Monaco. Nous voici donc début juin pour faire le débrief du Grand Prix d'Espagne qu'a remporté encore Max Verstappen. Red Bull reçu 7 sur 7. Red Bull est encore au-dessus de la mêlée. Et puis, au milieu de peloton, il y a des petites surprises avec notamment le retour de Mercedes qui se bat avec Aston Martin et puis des déceptions avec notamment, encore et toujours, Ferrari. Avec moi, mon acolyte de toujours, Clément Bigoua. Bonjour Clément, comment vas-tu? Encore un week-end désespérant pour la team Scuderia. Et encore une fois, un week-end éclatant pour la team Red Bull. Bonjour à tous, salut mon cher Quentin. Ouais, on pourrait dire un 7-0 aussi en période de Roland-Garros pour faire un petit jeu de mots, mais le jeu de mots ne m'amuse plus tellement. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, surtout que. Mais on va quand même en dire. Oui, C'est le but un peu de l'émission. Les mots de Charles Leclerc avant Monaco en disant Red Bull peut tout gagner, j'y crois de plus en plus. ok. La piste de Barcelone étant la piste la plus complète, révélatrice de tous les points positifs et les points négatifs de chaque équipe, eh ben, ont éclaté à nos yeux. Mm. Et on a vu que la Red Bull était nettement au-dessus des autres, que l'Aston Martin stagnait, que les Ferrari, c'était toujours aussi compliqué, que les Mercedes allaient un petit peu mieux. Mm. C'est un week-end avec pas mal d'enseignements malgré tout. Et surtout, voilà, on se dirige vers un nouveau sacre sans surprise de Max Verstappen. Mais il a tout fait, hein. Il a tout fait de la FP1 à la course, en passant par les FP2, FP3, qualif et meilleur tour en course. Je vous donne entrée, plat, dessert, Dijon, petit cookie et, Et et, il régale, et tout exactement. passe. Ah, il a tout pris. Puis alors la note, il s'est fait même offrir un petit verre à la fin de Jet 27, c'était nickel. Attention avec l'alcool avec modération. Oh bah écoute, Max Verstappen, l'alcool avec modération, je sais pas, parce qu'on a déjà vu des photos, des belles photos de lui en soirée, donc je pense qu'il doit, voilà. Bref. En tout cas, ça sera donc, c'est l'objet de notre première partie. Red Bull au-dessus de la mêlée, c'est une parfaite transition. Verstappen qui s'adjuge donc son 40e succès dans sa carrière de Formule 1. Il est plus qu'à une petite longueur d'Ayrton Senna. Et ça, il faut bien le souligner. Peut-être qu'au Canada, dans une dizaine de jours, il va rejoindre une très grande légende de la Formule 1, Max Verstappen. Il Et est, rejoindre le top il 5 rejoint le top des 5. pilotes les plus sacrés en Grand Prix. Exactement, dans le top 5, donc comme tu l'as dit, et puis rejoindre donc Ayrton Senna. Au-delà de ça, on l'a dit un peu dans notre introduction, Clément, Max Verstappen, comme à Miami il y a un mois, il fait très peu de fautes, il s'adapte à toutes les situations de course, il s'adapte aux intempéries, il s'adapte aux pneus, enfin voilà, il est un pilote complet, on le savait déjà, mais voilà, ce mec est insaisissable. Et encore plus que l'année dernière, j'ai l'impression. Ouais, c'est totalement ça. Quand on fait le débrief de ce Grand Prix, qu'on note les réactions des uns et des autres, on voit que beaucoup ont souffert des pneus, Aston Martin, Ferrari encore plus, Alpine, Mercedes un petit peu, mais pas trop. Et puis, chez Red Bull, non, 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 on sait gérer les pneus, on sait gérer les hard, on sait gérer les médiums, on sait gérer les tendres, on sait gérer le réservoir vide, on sait gérer le réservoir plein. Voilà, c'est une masterclass Red Bull. Euh, Max Verstappen s'est même permis, s'il vous plaît, messieurs, dames, le samedi, de couper son effort en qualif, puisqu'il a mis à 5 dixièmes, 4 dixièmes et demi, Carlos Sainz. Exactement. C'est fou. Et bon, on parlait il y a quelques temps de l'ère Schumacher. Et j'ai bien aimé ces mots de Franck Montagny dans Ouais. Formula One sur Mm. Canal. Il a eu l'ère Hamilton et désormais c'est l'ère C'est l'air Verstappen Verstappen. puisqu'il Mm. contrôle tout. Il Mm. contrôle tout de A à Z et on le voit d'une sérénité absolue dans la voiture. Tout se passe bien. Il fait même l'effort de partir finalement en médium. Tout se passe bien. Voilà, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ce qu'il arrive à faire.
il est un véritable champion dans la meilleure voiture. Et quand on voit que les autres écuries font des erreurs, eh bien, Red Bull n'en fait pas. Et son pilote numéro 1 n'en fait pas non plus, contrairement à son pilote numéro 2. Justement, Red Bull 7 sur 7, parce qu'au-delà du pilote, il y a aussi l'écurie qui donne, qui donne la possibilité à Max Verstappen de faire justement, de proposer ses performances parfaites. Red Bull, c'est 7 sur 7. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'ils ont fait un 7 sur 7, alors pas en début de saison, mais en fin de saison, les 7 derniers Grands Prix, et est-ce que tu te souviens quelle saison c'était? Bah, on doit être sur du Vettel-Weber, de toute Alors, manière. c'était l'ère Vettel-Weber, bien sûr, mais l'année, peut-être, c'était l'une des années de sacre de Vettel. 2000, ça doit être 2015. 2015 ou 2014, j'ai un Non, doute. c'est 2013. On remonte Ah, un petit peu. c'est celle plus tôt. Bah, voilà. Exactement, c'est la C'était un dernière. bon quiz. Vous êtes le roi du quiz, monsieur Quentin. Voilà, bon, voilà, je voulais un peu te surprendre. Oui, c'est 2013, la dernière année, le quatrième sacre de Vettel. Et donc, les Red Bull avaient fait un 7 sur 7, mais cette fois-ci en fin de saison. Là, donc, on est sur 7 sur 7 en début de saison. Ils écrasent tout. Et donc, voilà, ce que je voulais souligner, c'est qu'au-delà du pilote parfait pour l'instant, qu'est Max Verstappen, eh bien, on a une écurie qui lui donne en fait les armes pour faire cela. Et donc, tu soulignais très bien, néanmoins, qu'à l'intérieur de cette écurie, eh bien, on commence à retrouver un schéma de 2022 avec un Sergio Pérez qui commence à faire quelques petites fautes et cela lui coûte des points au championnat puisque maintenant il est donc Max est à 190 et lui est à 117 au classement pilote. Ouais, il a repris finalement son rôle de vrai numéro 2 parce que sous pression, il n'a pas tenu. On espérait tous, même si c'était un peu utopique, de le voir se battre pour le titre de champion du monde. Il a gagné 2 courses. Certes, ça a un peu relevé le niveau d'intérêt de la F1 qui bah, finalement n'est pas très élevé sur cette Ouais. saison, mais parce qu'il y a une hégémonie totalement méritée. Sergio Pérez enchaîne les petites fautes. Alors, ok, il passe de la 11e à la 4e place. C'est l'une des plus belles remontées du dimanche, derrière Russell Ouais. et Leclerc, mais bon, qui partait un petit peu plus loin. Enfin, en l'occurrence, Russell partait juste derrière Pérez, il partait Ouais. P12, il a terminé 3e. Voilà, Sergio Pérez va reprendre tranquillement son rôle de numéro 2 tranquillement. Et pour refaire la blague dans 15 jours, ça va faire 6-2, premier set 6-2 pour Max Verstappen. Je vois pas les choses autrement. Non, enfin, surtout que on sait que Sergio Pérez est adepte des circuits urbains. Les circuits urbains, ils sont pas trop là dans les prochaines semaines. On va. Semi-urbain quand même, celui de Montréal. Oui, oui, oui. Mais bon, Max Verstappen l'année dernière avait gagné avec aisance. Voilà, l'Autriche, on sait que c'est important pour Max Verstappen et il est à domicile. Donc voilà, bon, peut-être effectivement qu'on Ah, va arriver à ce 6-2 il faut mettre un sucre dans le réservoir de Max Verstappen. Je vois plus que ça pour l'empêcher de gagner un championnat du monde ou de gagner d'autres courses. En tout cas, lui fait preuve d'humilité en mode on va pas peut-être pas tout gagner, hein, attention, mais voilà, bon, c'est de la prudence, Et il a bien raison. c'est le travail de l'écurie. Ça part d'Adrian Newey, qui est un véritable génie de la confection des voitures, une soufflerie qui marche bien, et puis un Christian Horner qui s'est affirmé bon, depuis une quinzaine d'années comme l'un des tout meilleurs team managers du paddock. Donc finalement, Ouais, les équipes qui travaillent bien sur la durée sont récompensées. Le travail paye toujours. On voit que ça s'est mal passé chez Mercedes. ouais. Ils galèrent. Ils ont galéré, en payent encore les pots cassés. Chez Ferrari, c'est le flou le plus total. Et résultat, eh bien, ils sont la quatrième force du paddock. Il y a eu du mieux chez Aston Martin. Le travail a été récompensé. Tout ça, voilà, c'est le travail, les bons choix, les compétences qui font que les voitures avancent. Et le classement du championnat du monde est totalement le reflet des équipes qui travaillent le mieux, tout simplement. Il travaille le mieux et donc il y a eu un effort du côté de chez Mercedes et c'est donc le sujet de notre deuxième partie, le retour en force des flèches noires, ce n'est plus les flèches d'argent, c'est les flèches noires, Mercedes avec donc le doublé Hamilton-Russell sur le podium de ce Grand Prix d'Espagne,
doublé sur le podium, ça n'était plus arrivé depuis Brésil 2022 et donc la victoire de George Russell. Les Mercedes, ils ont retrouvé de la performance. On a eu peur en qualification avec cette scène entre George Russell et Lewis Hamilton qui nous a fait penser un beau parallèle à Rosberg-Hamilton en 2016. Mais finalement, en course, ils ont été très très bons avec de très bons tours, notamment je pense à Hamilton avec son premier relais, mais également son deuxième relais. Les Mercedes reviennent, ils sont au-dessus des Aston Martin en termes de points au classement constructeur. Ils reviennent dans la partie, Clément, les Mercedes. Ouais, ils ont amené des améliorations déjà à Monte-Carlo, à Monaco, on s'étonnait, plutôt parce que c'est pas vraiment un Grand Prix pour tester des nouvelles pièces. Il s'avère que c'était le bon choix, puisque ils ont pris des infos sur ce week-end et ils les ont amenés sur ce que je disais tout à l'heure, la piste test parfaite de Barcelone qui demande de la vitesse, des gros freinages, des grandes courbes. C'est le circuit idéal et c'est là où il y a les tests de pré-saison, où il y avait les tests de pré-saison, parce qu'on a tout sur ce circuit et Franck Le Montagny l'a. Pour le reciter, l'a encore très bien dit tout le week-end. Si tu es bon à Barcelone, si tu as un week-end positif, il sera bénéfique pour tout le reste de la saison. Si tu galères à Barcelone, il faut commencer à te poser des questions. En l'occurrence, eh bien, le rythme a été bon. C'est un week-end très positif pour les Mercedes, malgré le gros incident qui aurait pu coûter très, très Oui. cher. Ça, vraiment, c'était en Q2 samedi. Et malgré tout, George Russell est parti 12e. Il a terminé 3e. Il a fait une course sublime, étant, je crois, nommé meilleur pilote of the day de mémoire. Voilà, le rythme était bon. Ils ont parfois challengé les Red Bull sur le rythme. C'est quand même significatif. Et voilà, Hamilton signe une belle deuxième place, certes à 24 secondes, le gap est quand même terrible. Il y a encore George du Russell travail se pour aller retrouve chercher à, les Red Bull, ça on sait. oui, il y a du travail parce que pour l'instant, c'est sur les longs runs que ça se complique. Je vais le redire, mais il n'y a pour l'instant que Red Bull qui arrive à jauger parfaitement ses pneus Pirelli. Et ça se ressent puisque beaucoup d'équipes consomment, consomment trop vite ces Ouais. pneus. Donc, il y a du travail sur le fond plat, il y a du travail sur les ailerons. Et tout ça va prendre un peu de temps. Mais une petite pièce ce week-end, en tout cas sur Mercedes, qui prend l'avantage pour la médaille d'argent du classement constructeur. Est-ce qu'on peut du coup parler très vite d'Aston Martin, qui a été un peu moins. Enfin, les deux Aston ont été un peu moins bonnes en termes de performance et de rythme, donc par rapport aux Mercedes qui, eux, ont rattrapé. Lance Stroll qui devance Fernando Alonso, on peut le noter, ça, et en qualif et en course. Un Fernando Alonso aussi qui a pas voulu attaquer son partenaire. Lui, il a dit qu'il n'avait pas le rythme pour l'attaquer. Est-ce que, selon toi, c'était peut-être une consigne là-haut C'est politique. Oh, c'est clairement politique. Il fallait redonner confiance à Lance Stroll, auteur d'un début de saison pas loin d'être cataclysmique comme on l'a connu. Le week-end est très bon pour lui puisqu'il fait Mm. cinquième en qualif et sixième en course. Ouais. Néanmoins, je trouve que cette Aston Martin stagne. Oui, Elle est arrivée la plus prête du circuit hors monstre sacré Red Bull. Et depuis, il n'y a pas eu tant d'amélioration que ça, voire pas du tout. C'était prévu. Ils en annoncent peut-être pour pour la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, selon certaines sources en Angleterre. Mais voilà, c'est une équipe qui stagne, qui va devoir faire attention parce que Ferrari ne sera pas nul tout le temps, même s'il reste on encore un l'espère. gap. Et Mm. Alpine est là, donc voilà, je pense que les pilotes sont attentifs à cela. Ça demande encore beaucoup de travail dans le simulateur puisque Aston Martin dégringole entre guillemets de la deuxième à la troisième, mais on Mm. sait que ça peut aller très vite quand tu te bats finalement pour être 8-9. C'est plus du tout pareil que quand Alonso cherche un podium avec 15 points et Lance Stroll qui en marque 2 ou 3. Donc à coup de 18 points, tu passes à 7-8 ou 5-6, c'est plus du tout pareil.
Effectivement, je te propose de passer directement à nos tops et nos flops qui vont rejoindre un peu tout ce qu'on a dit finalement dans cette deuxième partie. Puisque toi, ton top, tu as mis l'écurie Mercedes en globalité pour les résultats, pour le rythme qu'ils ont proposé, et donc puisqu'ils passent notamment deuxième au classement constructeur, mais aussi, Clément, au classement pilote, Hamilton n'est plus qu'à 12 points d'Alonso. Et oui, c'est l'une des infos du week-end. Il se retrouve entre guillemets, moins d'une course d'écart Mm. d'Alonso, et on sait à quel point c'est important de marquer ces gros points, et pourquoi pas de revenir sur Sergio Pérez à moyen terme. Je les crois complètement capables de cela. On a vu des mines très réjouissantes côté Mercedes, même si Toto Wolff reste concentré. Les deux pilotes avait un grand sourire, ce qui veut quand même dire beaucoup de choses. Lewis Hamilton, dans le carré des interviews, a été très élogieux envers sa voiture, tout comme George Russell, malgré le petit coup de flip du samedi. Mercedes a fait pour moi le meilleur week-end, Mm. puisque finalement Verstappen est premier, et Sergio Perez est quatrième. Ouais. Ouais, moi j'ai mis pareil Hamilton, comme tu dis, parce qu'il avait le sourire. Il sait remercier, il sait critiquer son écurie, ses ingénieurs, son équipe, mais il sait aussi les remercier. J'ai apprécié ce qu'il a dit dans le carré des interviews. C'est pour ça que je l'ai mis en top, et une deuxième place largement méritée au vu de ses relais, de ses différents relais sur le circuit à Barcelone. Tu as mis Guanyu en top. Oui, parce qu'il fallait bien en mettre un autre. Ouais. Non, mais récompense de sa neuvième place. Il était 13e en qualif, il marque des points. On le sait à quel point c'est important pour cet Alfa Romeo, quand on voit Valtteri Bottas terminer très loin, juste devant Logan Sargent, ce qui veut dire donc 19e, puisque maintenant on Il est n'a encore plus en à Formule 1, Valtteri Bottas? Parce que Valtteri Bottas est en F1, mais quand on sait que tu termines juste devant Logan Sargent, ça veut dire que tu es 19, puisque Logan termine 20 quoi qu'il arrive. c'est Bref, horrible. non, Guan Ouais. Yu Zhou, très bonne course, malgré l'incident avec Yuki Tsunoda. 2 points, ça compte. Une remontée. Maintenant, on l'attend peut-être un petit peu mieux en qualif. Euh, partir 13, d'accord. S'il pouvait partir 11, 12, ou pourquoi pas viser des Q3, ça serait totalement différent, mais il mérite un top. Ça sera peut-être un des rares de cette saison, mais en tout cas, il a fait bonne impression. Il n'y avait pas grand-chose à mettre autour, puisque les Alpines ont terminé 8 et 10. Donc j'ai pris l'entre-deux, j'ai pris la tranche de fromage entre les deux baguettes alpines, pour Très faire bien. un petit jeu de mots. Ouais, bah moi écoute, je les ai mis pas en top ni en flop, mais en égal, au milieu, parce que ils sont capables, enfin Esteban Ocon et Pierre Gasly l'ont très bien dit au micro de Canal+. Ils ont beaucoup de rythme en qualif, ils savent faire de très bonnes qualifs, se placer très haut, on l'a vu à Monaco avec Esteban Ocon notamment. Et en course, le dimanche, ça pêche un peu, il manque un peu de rythme, il manque un peu de performance encore, la performance qui leur manque pour aller vraiment batailler avec les Aston et avec les Mercedes, parce que pour moi, Ferrari est en dessous d'Alpine. Donc voilà, Alpine, je suis mi-figue, mi-raisin, je suis content parce qu'ils marquent des points, c'est important, mais ils ne marquent pas les gros points. Euh, Est-ce que, comme quand tu étais délégué de classe au collège, tu parlerais d'encouragement pour Alpine? Ah oui, 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 je parlais d'encouragement, de très gros encouragement même. Même on aurait pu même parler d'éloges pour Esteban Ocon à Monaco. Comment on n'a pas pu faire le podcast, on peut parler d'éloges pour Esteban Ocon. Mais néanmoins, là, en Espagne, on a vu quand même qu'il y avait encore quelques limites, des limites qu'il va falloir peut-être dépasser très vite pour aller marquer des gros points, pour aller titiller, parce que on voit que cette Alpine a beaucoup de style, beaucoup de. Il lui manque encore quelque chose, mais en tout cas, le travail a nettement été fait depuis notamment la période entre l'Azerbaïdjan et Miami, où Laurent Rossi avait poussé un petit coup de gueule et avait mis un peu la pression.
Je pense que ce coup de pression, Clément, a été entendu, a été bien digéré par les équipes alpines, et que là aujourd'hui, doucement mais sûrement, on a des deux voitures compétitives. Maintenant, il faut trouver encore la recette le dimanche pour aller chercher plus loin. Voilà, c'est mon constat. Je pense que tu partages. Ouais, pour Esteban Ocon, certes, il perd des points sur Lance Stroll, mais il n'y a que 10 points d'écart. On parle là de la huitième place. Charles Leclerc est 17 points devant. On ne sait jamais ce qui peut arriver avec une Ferrari dans un état pas loin d'être déplorable. On va en parler. Mais il y a nettement du mieux. 21 points de marqué à Monaco. Certes, seulement 5 ce week-end sur la piste de Montmelo. Mais c'était important de creuser le gap déjà avec McLaren. Ça a été fait. Maintenant, il faut regarder vers le haut et je pense qu'ils peuvent se permettre clairement de regarder vers le haut. Et ça, c'est important pour l'équipe française. Exactement. On passe à nos flops. Ouais, eh bien, je me permets de. Voilà, Ferrari, c'est ton sujet. Encore une fois, Ferrari dans tes flops. On connaît les raisons, hein. Un Charles Leclerc qui part depuis la voie des stands, mais il s'était qualifié à la 19e place. Il était éliminé en Q1. Même Julien Febroux n'en revenait pas parce qu'on sait que cette Ferrari est malade. Mais à ce point-là, voilà, 19e. Et puis au final, on a seul Carlos Sainz marque des points pour la Scuderia ce week-end. Et donc largement dans les flops. Week-end paradoxal parce que le samedi, on apprend que Charles Leclerc fait 19e et qu'il n'est pas en mesure de battre le chrono du 15e, mais en fin de séance en Q3, on voit Carlos Sainz faire deuxième. Donc là, c'est quand même une incompréhension, l'incompréhension la plus totale. On voit que Charles Leclerc se plaint de grippe sur le côté gauche. Je sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette équipe, je ne comprends pas le degré d'incompétence qui règne de partout. On voit le pauvre Fred Vasseur est arrivé dans un marasme terrible et on les voit en grande difficulté lors de la course. Alors Charles Leclerc bon, passe de la 20e à la 11e place. C'est le meilleur, c'est la meilleure remontée, mais c'est pas du tout ce qu'on attendait. Il part en hard, ça va pas. Il repasse en médium, c'est correct. Et il repasse les mêmes hard, ça va mieux. Donc c'est terrible de voir cette inconstance des pneus et de voir que personne ne comprend ce qui se passe. Ouais. Donc finalement, la voiture est très mal née pour la course. Ça va un petit peu mieux en qualif comme l'année dernière. Donc finalement, où est la progression? On espérait une révolution. On est plus que déçu de tout cela. Et en course, eh bien, Carlos Sainz passe de la 2e à la 5e place sans pouvoir se battre. Il termine à 21 secondes d'Hamilton, il termine à 13 de Russell et à 10 de Sergio Perez. C'est inconcevable pour une telle équipe, avec autant de moyens, même s'il y a le budget cap, de terminer aussi loin. Ça fait de la peine pour les tifosi qui se sont déplacés encore en nombre. Et on sait qu'il y en a beaucoup en Espagne depuis l'épisode Alonso. Mais voilà, c'est nul en course. C'est nul en course et ils ne comprennent pas ce qui se passe sur le pneu. Il va y avoir une amélioration côté aileron avant. Je ne sais plus si c'est au Canada ou après. On verra. Mais pour l'instant, mon Dieu, que c'est atroce. C'est atroce ce qui se passe chez Ferrari et on ne Et, sait pas ce qui peut se passer, quoi. et puis tu disais qu'ils étaient meilleurs en qualif, oui, mais en fait, qu'importe le bon résultat en qualif, en fait, finalement, en course, ils se font tellement laminer que le résultat de la qualif ne Bah, sert pour faire strictement plus à simple, si rien. tu mets un plus pour la qualif, la fameuse colonne des plus et des moins, il y a un plus en qualif, il y a 3 moins en course. Donc forcément, tu es en grande difficulté, tu perds des places, tu te bats avec des équipes du milieu de tableau, tu fais partie du ventre mou de la course. Et en plus, quand tu es dans les voitures, c'est un peu comme pour les Alpines, et bien ça va pas parce que tu es dans le peloton, tu prends de l'air, d'éventer, tu détruis ta gomme. Voilà, l'équipe Canal qui est assez proche de Ferrari parle de possibles remises en cause de certains postes à Maranello, mais à Maranello, ça doit hurler. On connaît l'exigence italienne
là-bas, près de Milan. C'est pas possible de voir des tels résultats. C'est la honte. Et la Gazzetta dello Sport, le journal italien, le journal rose, ne se cache plus pour finalement défoncer l'équipe et défoncer ce qui s'y passe. Mm, mm. S'y passe. Et pour mon deuxième flop, c'est As, c'est la petite sœur, c'est le même merdier. Voilà, on va pas se cacher. 15e, Nico Hülkenberg, après être parti 7e, moins 8 places. On est sur le même niveau de galère. C'est un long Mm. combat vers le néant, vers Ouais. les abîmes du classement. Et puis Kevin Magnussen, 18e. Pas grand-chose à dire puisqu'on ne l'a pas vu de la course. Voilà. Non, c'est vraiment les As. On a l'impression, tu te dis, il y a un week-end, waouh, ils sont incroyables, beaucoup de vitesse de pointe, ils vont aller loin, ils se qualifient, une se qualifie en Q3, et puis après, bah, il n'y a plus rien. Ça répond plus. Donc, effectivement, beaucoup d'inconstance. Et Kevin Magnussen, le pauvre, on le voit pas du tout cette saison, c'est terrible. Il est sous la pression. On sait que Gunther Steiner, en début de saison, après 3-4 Grands Prix, avait dit attention, attention, Kevin. Euh, il a marqué que 2 points, le pauvre Kevin. Lui qu'on louait l'an dernier pour son retour, lui qui a fait une pole au Brésil, eh bien, il est très très loin de ce qu'il a fait en 2022. Et attention, attention, Kevin Ouais, Magnussen. 2 points, c'est pareil que Yuki Tsunoda, c'est un petit point de mieux qu'Alex Albon, donc ça le situe eh bien très loin, et c'est très décevant ce que réalise As, mais ils sont dépendants aussi de Ferrari. Si Ferrari va mal, As va mal. On aurait pu aussi parler à l'époque de, de l'écurie rose, des Panthères roses qui allaient mal si la voiture copiée allait mal. Bon bah voilà, c'est un peu le même système. Mhm. Les Force India et Exact. tutti quanti. Quand la maison mère tangue, eh bien Le reste du bateau, la petite voiture va mal. Bon, même si AlphaTauri devrait finalement être mieux et ils sont pas mieux, non, pas du tout. alors qu'ils bénéficient des aides de Red Bull. Mais ça, c'est un autre débat. Néanmoins, Yuki Tsunoda fait quelques petites percées de temps en temps. Il est là, il est huitième. Voilà, bon. Et en tout cas, il s'affirme par rapport à De Vries. C'est ce qu'on peut dire. Pour Nick ma... Debris, Nick Debris n'a pas cassé de voiture ce Non, Nick week-end. Debris n'a pas cassé. Voilà. Non, bah écoute, moi, de mon côté, j'ai mis Perez d'abord en flop. Je suis un peu déçu parce que je voulais vraiment ce challenge entre Max Verstappen et Sergio Perez. J'étais très content après l'Azerbaïdjan. Finalement, Max s'est un peu énervé. Il s'est dit ça, c'est pas ce que je veux. C'est moi le meilleur. Et donc, depuis Miami, il a passé la troisième, Max, et a relégué Sergio Perez qui, lui, fait des fautes en plus. Donc, ça n'arrange pas les choses. Je suis un peu déçu. J'espère que Checo va redresser la pente dès le Canada et pourquoi pas au mois de juillet, voilà, pour que avant la trêve estivale, il y ait un peu de challenge et d'enjeu en haut du classement avec un Checo pas très loin de Max. On verra bien ce qui se passera de ce côté-là. Et puis j'ai mis McLaren, je suis très déçu. Bon, après, c'est un fait de course, mais j'étais très content de voir Lando Norris P3, c'est incroyable, c'est inouï. Et un Oscar Piastri en Q3 également, hein, en qualif. Et puis, Oui, et 9e. puis 9e. 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 Astrid. Et puis, bah, 18 finalement, places, 18 places de perdu au total pour les deux équipes. Pour exactement. l'équipe entière, pour l'équipe entière, pour les Et deux pour pilotes. l'équipe entière. Voilà, McLaren, c'est pareil, c'est une équipe qui a porté des améliorations ces dernières semaines, qui peuvent aller en Q3, mais qui en course n'arrivent pas du tout à être constants et à être dans les points. Et c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'il y a deux championnats, le championnat A avec les 5 premières teams et le championnat B avec les 5 autres. Donc c'est terrible, je trouve ça terrible. McLaren fait partie des 5 autres, hein, pour moi. Ah, Euh, ça fait partie malheureusement du désintérêt un petit peu de la saison, puisque oui, il y a trop de gap, c'est ça. d'écart entre le haut et le bas.
Exactement. Et alors peut-être qu'en deuxième partie de saison, il y aura peut-être quelques surprises. On peut s'attendre à quelques petits trucs sympas, même si Max aura pris le large depuis très longtemps. Mais pour les podiums et pour les 4-5 premières places, voilà, on espère un peu quand même que ce soit meilleur de ce côté-là. Clément, Dernier petit oui, mot, puisque nos Français ont brillé en F2. tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est la connexion. Non, mais nos Français ont été intéressants. On a le droit à une très très belle saison de Formule 2, je le répète. Les courses du samedi après-midi et du dimanche matin sont passionnantes. Exact. Pour la course principale, Victor Martin, ça fait troisième. C'est Oliver Berman, la pépite anglaise qui est chez Ferrari, qui s'est imposé, mais ça permet surtout à Victor Martins de remonter dans le top 10 du classement de la Formule 2. Il a lâché beaucoup de points en début de saison, ça Ouais. va mieux. Et le samedi, lors de la course sprint, Théo Pourchaire a fait deuxième, Victor Martins a fait troisième. C'est le leader, Frédéric Vesti, qui s'imposait, le Danois, qui est toujours en tête du classement des pilotes. Mais week-end très positif pour les deux têtes d'affiche qui ont marqué des gros points. Ça demande une confirmation ensuite, mais bon, on est très déçu d'Isaac Hadjar qui accumule les petits pépins. On Mm. compte énormément Pourchaire sur nos Martins. deux têtes d'affiche, Mm. Théo Pourchaire et Victor Martins. Et Victor Martins s'est vraiment bien, bien battu le dimanche. Il a fait une course très solide, une belle remontée. Il aurait pu, avec 2 ou 3 tours de plus, peut-être viser la victoire, mais tout ça est très, très positif. Et on est à peine à la moitié de la saison, donc ça promet encore des très belles courses de F2. Autant j'ai été très critique, on a été très critique l'année dernière sur un niveau un petit peu moyen, voire pas bon. Là, il y a vraiment du Mm. solide. Frédéric Vesti, on peut citer Ayumu Iwasa, Oli Berman bien évidemment, mais et Ralph Boschung et tout ça, il y a du vrai bon niveau en F2 et ça fait plaisir et on vibre et on remercie Canal de diffuser ces courses. Exactement, il y a du bon niveau et c'est bon pour l'avenir également de savoir que la relève est présente derrière avec quelques baquets qui, dans les 2-3 prochaines années, peuvent se libérer. On espère bien sûr pour Théo Pourchaire, qui est le numéro un français chez les jeunes, et qui on espère peut-être un baquet chez Alfa Romeo l'an prochain, si Guanyu Oui, Zhou moi ou j'espère Oli Berman, pourquoi pas chez Haas, même pourquoi si pas. un Anglais chez une équipe américaine, ça peut paraître compliqué. Ouais, Ce gosse a du talent, il faisait partie de mes tops en début de saison ouais. et il le confirme. Bien Clément, c'est la fin de notre épisode de podcast sur ce Grand Prix d'Espagne. On se retrouve dans une dizaine de jours pour le Canada, pour Montréal. Tabarnak, tabarnak, à dans Taber- 15 jours, hein. Taberdan, exactement. On attend que Mercedes se confirme sa récente forme. On attend qu'Aston Martin soit dans le coup. On attend que Ferrari règle ce problème. Et on attend que les Alpines soient compétitives pour aller chercher les gros points. On se retrouve donc dans 10 jours. Ciao. D'ici là. Ciao.